Bonjour, je suis le docteur Olivier Marpeau, chirurgien gynécologue, très présent sur les réseaux avec mon compte Mon Gynéco. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'animer ce podcast, un podcast qui s'appelle Vous d'abord, qui a été pensé et créé par les pharmacies Aprium. Et aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Et pour parler du cancer du sein, je suis très heureux d'avoir à côté de moi aujourd'hui Héloïse Appel. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors toi, tu as été concernée par cette maladie, tu as été touchée par cette maladie, par un cancer du sein. On te l'a diagnostiqué en février 2024. Oui. Et donc, tu vas nous parler de ton parcours, comment, de l'annonce du diagnostic jusqu'à la prise en charge thérapeutique, comment tu as vécu ces traitements, comment tu as vécu ce parcours, et puis quel retentissement ça a pu avoir sur ta vie de famille, sur ta vie perso et sur ton travail. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Aujourd'hui, nous avons aussi avec nous Idriss Troussier. Idriss, tu es oncologue, tu travailles à Nice, et donc dans ton travail, tu reçois tous les jours en consultation des femmes que tu prends en charge pour le cancer du sein. Tu vas pouvoir nous parler des traitements et de ce que tu proposes à tes patientes. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Salut Olivier, bah oui, avec plaisir, je vais vous partager tout ça. Et Elodie, salut Elodie. Bonjour. Toi, tu es pharmacienne à Prium. Oui. Tu travailles où? À Vienne, À Vienne, en France, en France. à côté de Lyon. C'est Tout bien, à j'ai fait, appris dans ça l'Isère. aujourd'hui. Et donc, toi, dans ta pharmacie, derrière ton comptoir, tu reçois des femmes toute la journée, notamment oui. des femmes qui ont cette maladie, le cancer du sein. Et tu vas les accompagner, elles, dans leur On parcours, essaye. pour pouvoir leur proposer des solutions, parce que nous, c'est vrai qu'on a une vision un petit peu plus médicale et on a besoin de vous, les pharmaciens. Quelques chiffres pour commencer. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, avec plus de 60 000 nouveaux cas par an en France. Une femme sur 8 va être touchée au cours de sa vie, donc c'est vraiment une maladie extrêmement fréquente. On connaît tous dans notre entourage, soit des femmes de notre famille, soit des amis qui sont touchés par cette maladie et qui sont touchés à tout âge. Donc c'est très important d'en parler. C'est la première cause de décès chez la femme, avec plus de 12 000 décès par an en France, première cause de décès par cancer en France. Pour terminer sur un chiffre quand même plus positif, c'est le taux de guérison. On sait que détecté tôt, un cancer du sein va guérir dans plus de 9 cas sur 10. Donc on va être amené à parler bien évidemment du dépistage qui nous permet de trouver ces cancers des stades précoces pour pouvoir guérir les femmes. Merci encore à vous trois d'être là. C'est parti pour le podcast. Le cancer du sein, pourquoi c'est important d'en parler? C'est un cancer qui est hyper fréquent. C'est bien sûr le premier cancer qui touche les femmes en France, avec plus de 60 000 cas par an. Il y a un chiffre qui est très important, moi je trouve, c'est le chiffre de 1 sur 8. Une femme sur 8 est concernée par cette maladie au cours de sa vie. Donc on a tous dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis, des femmes qui sont ou qui vont être touchées par cette maladie. Donc c'est très important d'en parler. C'est la première cause de décès par cancer chez la femme en France, avec plus de 10 000 décès par an. Donc c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes dans notre pays. Et un chiffre qui est quand même positif, c'est que, et sur lequel il faut insister, c'est que détecté tôt, eh ben, ce cancer, on guérit. Quand on dépiste un cancer du sein, quand on le diagnostique tôt, 9 fois sur 10, on va guérir les femmes qu'on prend en charge. Donc c'est vraiment une statistique qui est très importante. Il faut insister là-dessus. Le dépistage précoce, le diagnostic, on va beaucoup en parler, permet d'améliorer le pronostic et de guérir les femmes. Donc ça, c'est un message très important à parler. On va parler d'abord un petit peu de ton parcours, Héloïse, si tu es d'accord. Bien sûr. Donc toi, on a diagnostiqué ton cancer en 2024 et tu as fait le choix d'en parler sur les réseaux, de partager ton expérience. Comment as-tu appris que tu avais un cancer du sein? Comment tu t'en es rendu compte? Alors, c'était par une autopalpation totalement involontaire et j'ai senti une petite masse dans ma poitrine. Au début, ça m'a pas alertée, sauf que mon conjoint, sa cousine, qui avait 28 ans, a eu un cancer du sein quand elle était jeune. Donc, j'ai pensé à cette histoire et je me suis dit, bon, pour moi, ce sera rien, mais sait-on jamais, par abus de conscience, vaut mieux aller faire consulter. Donc, le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous chez mon gynéco, mammographie, écho, tout ce qui s'en est suivi, la biopsie dans la foulée. Et après, j'ai appris quelques jours plus tard que c'était bien un cancer du sein. D'accord, donc tu t'es pas dit, je vais faire une autopalpation. Non, Tu étais dans ta salle de bain, j'étais dans ma salle de bain, j'ai un petit bouton tu d'acné. regardais un petit bouton d'acné Voilà. et tu as senti une boule qui t'a paru inhabituelle. C'est ça, Et c'est ça qui a déclenché la suite. tout à Mais fait. tout de suite, tu y as pensé. Tout de suite, j'ai pensé, quand même, ça m'a traversé l'esprit parce que je connaissais cette histoire. Enfin, ça avait touché quelqu'un de ma famille, du coup. Mais sinon, j'aurais pas. Je pense que si j'aurais pas eu cette histoire dans mon entourage, je serais passée à la trappe. Donc tu as eu ce réflexe, qui est un bon Ouais, réflexe, d'appeler directement pour avoir un rendez-vous rapide, pour en savoir plus. Et c'est derrière, ça ça. a déclenché la consultation et les examens radiologiques qui ont permis Exactement. finalement de poser le diagnostic. Idriss, on parle du cancer du sein, mais en fait, il y a plein de cancers du sein différents dans leur mode de présentation et dans leurs caractéristiques. Est-ce que tu peux, sans rentrer dans les détails trop, nous expliquer un petit peu quelles sont les
les grands types de cancer du sein? Alors, en effet, Olivier, il y a différents types de cancers du sein et on va dire qu'il y a les cancers du sein hormonodépendants, récepteurs hormonaux positifs. Il y a les cancers du sein avec une surexpression d'un récepteur qu'on appelle l'HER2. Mmh. Et il y a aussi les cancers du sein qu'on dit triple négatifs, c'est-à-dire qui n'expriment ni l'HER2 ni les récepteurs hormonaux. Et après, il y a aussi d'autres types de cancers du sein qu'on dit in situ, c'est des cancers du sein qui sont, on va dire, moins agressifs, qui ne sont pas invasifs, Mmh. in situ. Et Ouais, voilà, qui reste en fait à l'intérieur des canaux, parce que la glande exactement. mammaire, elle est constituée de De glandes canaux. qui servent à fabriquer le lait, entre autres, pour l'allaitement pour les femmes qui souhaitent allaiter. Et puis, il faut des canaux pour amener ce lait jusqu'au mamelon, jusqu'à l'aréole. Et c'est vrai qu'il y a certains cancers particuliers qui sont les cancers in situ qui restent à l'intérieur de ces canaux, qui ne sont pas infiltrants. Et donc, c'est très important pour nous, parce que s'ils ne sont pas infiltrants, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de cellules métastatiques qui vont se balader ailleurs dans le corps pour former des Tout à métastases ou fait. toucher les ganglions. Donc, c'est vrai que c'est les traitements et un pronostic qui est un petit peu différent. Mais ces différents types de cancers, c'est important d'insister là-dessus parce que, il y a le cancer du sein, mais en fait, on va adapter, notre prise en charge thérapeutique à chaque cas particulier. Chaque femme va avoir une prise en charge individuelle qui va être adaptée à son cancer. C'est pas quelque chose de générique, toutes les femmes n'ont pas les mêmes traitements, n'ont pas le même pronostic et c'est vrai qu'à chaque fois, on a la carte d'identité du cancer qui va nous guider, nous, dans la prise en charge thérapeutique. Héloïse, le cancer du sein, c'est une maladie qui est, fréquente. Toi, tu es une personnalité publique. À quel moment tu t'es dit, «Il faut que j'en parle» et pourquoi tu t'es dit: «Il faut que j'en parle»? Pourquoi tu as eu envie de partager cette expérience? Parce que c'est pas forcément naturel. Oui, alors c'est vrai que déjà au départ, j'ai mis un peu de temps à appréhender la situation. En fait, je me suis dit déjà avant d'en parler, je vais prendre le temps moi d'être, assez forte pour pouvoir entendre peu importe ce qu'on me dira. Je savais pas à quoi m'attendre, avant de l'annoncer. Donc je me dis déjà avant de l'annoncer, je vais être forte et je me dis: «C'est mon travail». Malheureusement, je pourrais pas le cacher éternellement. Je vais perdre mes cheveux, je vais peut-être, maigrir, peut-être, grossir, je vais changer peut-être d'apparence et je me suis dit: «Quoi qu'il en soit, si demain ça devait s'apprendre, je préfère que ça vienne de moi, plutôt que ça s'apprenne comme ça ou que quelqu'un me voie sans mes cheveux ou que quelqu'un me voie à l'hôpital». Je préfère le dire moi et bien expliquer les choses et puis même en profiter pour faire passer un message et entre guillemets «normaliser» aussi le cancer. Parce que finalement, et encore plus quand je l'ai annoncé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes touchées par le cancer et quoi qu'il en soit, on a tous une personne dans notre famille qui est touchée par le cancer. Généralement, on connaît tous le cancer d'une manière ou d'une autre. Donc je me dis: «C'est important» et je pense que c'est un message fort aussi à faire passer, déjà de prévention, puisque moi-même j'étais jeune et je me disais je pensais être intouchable face au cancer du sein, jusqu'à au moins mes 50 ans. Donc déjà, je pensais qu'il y avait un message de prévention à faire passer et aussi un message de banalisation de voilà, on peut être touché par le cancer, maintenant c'est pas grave. Bah, on peut aussi continuer à s'apprêter à être coquette. Je me disais que c'était aussi le moment de, de faire changer aussi le regard du cancer, tout simplement. Donc au début, c'était, tu avais un objectif, c'était un peu maîtriser la communication, Mmh. pour, toi délivrer l'information et pour pas que les gens racontent, n'importe quoi parce que forcément tu savais que ça allait se savoir. Ouais. Et puis petit à petit, tu as découvert que tu avais, des vrais messages à faire passer, que tu avais beaucoup de questions, j'imagine, de tes abonnés Ah qui oui. étaient concernés directement ou indirectement par la maladie et tu t'es dit que tu avais vraiment un rôle à jouer dans la diffusion de messages importants Oui autour et de puis cette maladie. par exemple, j'avais beaucoup de femmes qui disaient: «Waouh, c'est bien, tu t'assumes, sans tes cheveux, tout ça, je trouve Mmh. que c'est beau, je sais pas comment tu fais» et en fait, je me disais: «Mais comment ces femmes-là, elles n'arrivent pas déjà, elles vivent un moment compliqué, comment elles n'arrivent pas à s'assumer sans leurs cheveux?» Comment, par exemple, moi, je me souviens d'un jour, avec ma maman, j'avais chaud, on était au restaurant, j'avais ma perruque, puis j'avais chaud, j'ai dit: «Bon, je vais aller à la voiture, je l'enlève» et quand je suis revenue à table, j'ai senti tous les regards au restaurant sur moi et je me suis dit: «Waouh, en fait, je comprends». D'un coup, j'ai compris toutes ces femmes qui me disaient: «Mais comment tu fais pour assumer?» et je me dis: «Mais c'est pas normal qu'on puisse pas s'assumer. Tu vis déjà un moment qui est difficile. C'est pas normal que tu aies les regards des autres, en plus, qui te pèsent, autour de toi, comme si tu étais un extraterrestre, finalement, un petit peu, quoi». Moi, je trouve ça très important que les personnalités publiques, communiquent sur, leur vraie vie, sur leur maladie notamment et en particulier le cancer du sein parce que c'est vrai que ça montre aux gens qui le vivent dans leur quotidien que c'est vraiment une maladie qui peut toucher tout le monde. Il y a pas de frontières pour cette maladie et je trouve que c'est un message qui est très important et un exemple dans le parcours pour montrer aux gens comment ça se passe vraiment au-delà de ce que nous, médecins, on peut dire, en consultation. C'est quelque chose qui va les accompagner dans leur parcours et donc c'est très important. Merci de faire ça. Idriss, on a l'impression, quand on parle de cancer du sein, quand on parle des chiffres du cancer du sein, que le cancer du sein touche de plus en plus les femmes jeunes et très jeunes comme Héloïse. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est,
une mode quand on parle de ces chiffres? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, l'âge médian du diagnostic du cancer du sein, ça reste quand même après 50 ans, c'est Ouais, 64 ans, on c'est va pour ça qu'on commence le dépistage organisé à ce à moment-là. partir de l'âge Mmh. de 50 ans. Je dirais qu'il y a 5 à 10 des cancers du sein qui est dépisté chez les femmes jeunes. Ça reste quand même un taux faible. Ouais. Mais oui, il est important d'être alerte par rapport à ça, par rapport à ses antécédents familiaux, antécédents personnels. Et parfois, ça peut survenir alors qu'on n'a aucun antécédent. Et c'est vrai que l'autopalpation est importante, comme tu l'as décrit. Mm. Le cancer du sein, il augmente globalement dans toutes les tranches d'âge et notamment chez les femmes jeunes. Et comme c'est une population qui se fait peut-être un petit peu moins suivre, chez qui on y pense moins, chez qui on dépiste moins, eh ben, on peut malheureusement les prendre en charge un petit peu plus tard. Donc, c'est important de sensibiliser sur le sujet. Élodie, dans ta pharmacie, tu reçois beaucoup de clients, bien sûr, beaucoup de clientes. Et parmi ces clientes, de tout âge, il y en a forcément, qui, et j'imagine même tous les jours, te parlent, de leur maladie, de leur cancer du sein, de leurs craintes. Comment est-ce que ça t'arrive souvent? Au début où j'ai commencé à travailler en officine, effectivement, un cancer du sein chez une femme jeune, enfin, cancer du sein ou quels que soient les cancers chez une personne jeune, c'était un peu anecdotique. C'était le phénomène de la pharmacie, on en parlait, tout le monde est au courant. Mmh. Maintenant, malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. On a, des personnes plus jeunes, des femmes, actives, avec des enfants, à charge, à qui on diagnostique un cancer. C'est quelque chose de plus courant, on le voit, ouais. Mmh. Elles en sont où dans leur parcours quand elles arrivent, en face de toi? Parce que j'imagine c'est plutôt nous qui sommes en première ligne ou en tout cas les Oui. radiologues quand ils font les mammographies. Donc, j'imagine assez bien que quand elles viennent te voir, elles savent déjà qu'elles ont la maladie. C'est pas toi qui vas faire le Non, pas diagnostic. du tout. Elles savent déjà qu'elles ont la maladie, mais elles arrivent avec plein de questions et des questions auxquelles elles ont pas forcément eu, Bah, nous, de réponse pour le moment. on les voit arriver avec, leur prescription, en fait. La première prescription, pour, éventuellement, une imagerie et donc bah, c'est voilà l'inquiétude. Elles savent des Elles ont fois encore plein de questions ouais, et elles pas de savent des réponse du fois tout. pas encore et c'est l'imaginaire qui se met en route et du coup, voilà, on les voit à différentes étapes. Donc au départ où elles savent pas et elles ont des doutes et après quand le diagnostic est posé et voilà, c'est l'inquiétude. Et donc au fur et à mesure, on les suit. C'est vrai que la pharmacie, c'est le lieu de rencontre. Tous les Mmh. mois, elles sont obligées de venir chercher leur traitement et on les suit au fur et à mesure de leur parcours. Au départ avec très peu d'assurance et plein de questions et au fur et à mesure, on voit que, bah, elles appréhendent un petit peu mieux aussi bien les traitements que l'annonce de la maladie et la suite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une femme vienne avec, pas encore forcément le diagnostic, juste sa mammographie qui lui dit qu'il y a peut-être quelque chose d'inquiétant? Parce que souvent, c'est des termes un petit peu techniques avec la Ouais. classification, ACR 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que j'ai peut-être un cancer? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que ça t'arrive qu'on te montre des comptes rendus de mammographie, par Non, exemple, en te disant, «Est-ce que vous pouvez me guider, me non. dire qu'est-ce que ça peut être?» Non, on n'en est pas là quand même. Non, c'est là où nous, on va avoir peut-être un rôle, c'est plutôt avant justement le diagnostic. C'est quand il y a un doute. Sentir quelque chose de différent dans son sein, ben, la pharmacie finalement, c'est un lieu facile où on va. On va en parler parce qu'on Mmh. reste un professionnel de santé, mais en se disant: «C'est rien». Ouais. Toi, tu t'es tout de suite soucié, ça t'a alerté, mais nous, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui viennent avec, un petit bouton ou quoi, et qui nous demandent notre avis. Ils veulent se rassurer pour se dire que c'est rien et c'est à nous de dire: «Ben, voilà, si ça continue, c'est pas juste un bouton, il faut aller le montrer à quelqu'un». Ouais. Voilà, on va être plutôt dans ce rôle-là d'orientation, Ouais. plutôt en amont. Quand le diagnostic est posé, on vient en renfort pour appuyer le discours des praticiens, qui des fois est très lourd et on voit que les patientes sont perdues. Il y a eu beaucoup d'informations et elles ont besoin d'être Mmh. rassurées. Donc on essaye de, voilà, de reformuler et Mais au de départ du parcours, ça doit être difficile de trouver le bon, mettre le curseur au bon endroit oui, entre «je rassure» oui et ou dire «je dis à la femme: "Allez vite consulter"». ouais, souvent c'est plutôt, des personnes qui, veulent, négliger ça et c'est en se disant: «Mais non, mais c'est pas C'est grave, mais je rien. je vais Ouais. je vais pas aller embêter un médecin pour ça». Mmh. Ah ouais, il y en a Si beaucoup comme ouais, ça. bah si, il faut. Si, si, il faut.
Et c'est toi Voilà. qui Bah, vas on encadrer. on va on va on va appuyer un petit peu dessus en disant: «Non, il faut pas attendre votre prochain rendez-vous. Essayez de prendre Ouais. rendez-vous avec quelqu'un». Alors, quand on parle de cancer et quand on parle notamment de cancer du sein, on parle de risque et de facteurs de risque. Moi, j'aime pas trop quand on parle de cancer évitable parce que ça fait un petit peu passer le message que si on n'a pas de facteur de risque, on n'aura pas de cancer, alors que le cancer du sein, il peut toucher tout le monde. J'insiste vraiment là-dessus, y compris les hommes d'ailleurs. Mais on a quand même identifié des facteurs de risque qui augmentent le risque d'avoir cette maladie, des facteurs de risque qu'on peut éviter. Donc ça, c'est très intéressant pour essayer de diminuer son propre risque. Et puis malheureusement, des facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces facteurs de risque non évitables et évitables? Comme tu dis, dans les non évitables, il y a le fait plus on prend de l'âge, plus le risque de Ouais, cancer du sein augmente. En effet, les femmes sont plus touchées. Et il y a les antécédents que ce soit familiaux ou personnels, d'avoir été touché par un cancer du sein, eh bien, il y a le risque ouais. d'avoir un deuxième cancer du sein est augmenté. Et puis après, il y a des facteurs génétiques avec les mutations BRCA1, BRCA2 qui peuvent toucher certaines familles. Donc c'est vrai que c'est des dépistages qui vont être plutôt individualisés chez ces personnes-là. On va dépister de manière plus précoce. S'il y a eu un cancer du sein, par exemple, chez un parenté de premier degré, ce sera 5 ans avant le Parenté diagnostic. premier degré, c'est ma mère, Mhm. ma sœur, ou mon frère ou mon père hein, aussi, mais c'est plus Même souvent les côté femmes quand même. paternel aussi, il ne faut pas l'oublier. Et le côté paternel compte aussi, parce que c'est vrai que moi, en consultation, souvent, quand j'interroge les femmes sur leurs antécédents familiaux, est-ce qu'il y a des cancers du sein dans votre famille, madame? Très souvent, on me dit: «Ah bah oui, mais c'est du côté de mon père». Donc ça compte pas. Et si, hein, on vient, tous de notre papa et de notre maman, donc quand il y a des antécédents, du côté paternel, ça compte autant que du côté, maternel, c'est important de le rappeler. Par rapport à l'hérédité et aux risques génétiques, c'est vrai qu'on parle beaucoup, des mutations, notamment des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 qui sont maintenant identifiés pour augmenter le risque de cancer du sein et de l'ovaire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que l'immense majorité des cancers du sein ne sont pas des cancers génétiques. Complètement. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des cancers génétiques alors qu'ils sont plutôt plus rares que les autres. Oui, ça peut survenir de novo et c'est pour ça, c'est hyper important, le dépistage avec l'autopalpation, disons de participer même au dépistage organisé, Mmh. hein. On va le voir, la participation n'est pas assez importante et après, il y a les facteurs de risque modifiables. Ceux-là, ils sont très importants parce que c'est sur cela qu'on peut agir pour diminuer son risque, individuel. Pas l'annuler, le diminuer. Voilà, le diminuer et là, on a quand même des sources, par l'INCa où on a des informations assez claires, où l'alcool rentre en premier facteur de risque de cancer du sein avec plus de 8 000 Mmh. cas On par n'en parle an. pas assez de ça. Donc une consommation, d'alcool de manière régulière augmente le risque de cancer du sein et après il y a d'autres facteurs de risque comme, disons le manque d'activité Ouais. physique, la sédentarité, le surpoids. Ouais, donc l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l'alcool, le tabac, bien sûr, également. Et il y a un facteur de risque dont on parle très peu, c'est le travail de nuit. Il avait été, clairement démontré que les femmes qui travaillent de nuit ont plus de risques de développer un cancer du sein. Tous ces facteurs de risque, ils sont importants pour 2 choses. Un, pour lutter contre, pour diminuer son risque d'avoir un cancer du sein. Et 2, pour adapter le dépistage individuel, parce qu'il y a le dépistage organisé, mammographie de 50 à 74 ans pour toutes les femmes tous les 2 ans. Et puis à côté de ça, il y a le dépistage individuel, dépistage qu'on va adapter aux facteurs de risque de chacune. Donc c'est pour ça que souvent, nous, dans nos cabinets, on va proposer aux femmes de commencer leur mammographie, par exemple, un petit peu plus tôt, ou d'en faire beaucoup plus souvent, à cause justement de ces facteurs de risque identifiés, facteurs de risque qui ne sont pas uniquement les antécédents familiaux. C'est important de le rappeler. Un dernier qu'on peut préciser aussi, Ouais, c'est, les traitements hormonaux. les traitements hormonaux, Ouais, on en que parle ce beaucoup. soit la contraception, chez les jeunes femmes, avec la pilule œstroprogestative, que ce soit même les microdosés, hein. Ouais, Toute pilule œstroprogestative ou peuvent amener à une augmentation, d'un léger risque de cancer du sein ouais. et les traitements hormonaux après la ménopause aussi qui peuvent augmenter. On va pas faire peur à tout le monde, on Non, va relativiser un petit peu quand bien même. sûr. C'est vrai aujourd'hui, ça a été démontré que toutes les contraceptions hormonales augmentent légèrement le risque de cancer du sein. On sait que c'est environ entre 2000 et 3000 cas de cancer du sein par an en France, qui sont directement, imputables à ces facteurs de risque. Mais bon, il y a 60 000 cancers du sein, par an en France et l'alcool, c'est 8 000 cancers du sein par an, donc c'est important de le rappeler. Pour le traitement hormonal de la ménopause,
On sait aujourd'hui que le traitement hormonal de la ménopause, tel qu'il est prescrit par les médecins français, avec des hormones bioidentiques, en s'assurant de l'absence de facteurs de risque avant la prescription, avec une surveillance et un suivi régulier pour évaluer la nécessité et la tolérance de ce traitement. Aujourd'hui, ce risque, il est maîtrisé et on considère qu'il n'y a vraiment pas d'augmentation significative si on suit bien les recommandations. Donc, je rassure les femmes qui prennent un traitement hormonal de la ménopause, vous pouvez continuer à le prendre s'il a été prescrit par un médecin et que vous vous faites surveiller régulièrement. Donc, il y a des facteurs de risque et il y a des facteurs protecteurs. Tu fais du sport ou pas, Héloïse? Non, pas spécialement, par contre. Mais j'ai pas une vie sédentaire, mais je suis pas sportive. Tu es active. Voilà, je suis active. C'est C'est ça. très important. C'est très important de lutter contre la sédentarité. On a vu que c'est un facteur de risque. Mais à l'inverse, faire du sport, ça diminue significativement le risque de cancer en général, de maladies cardiovasculaires aussi, mais aussi le risque de cancer du sein. Les autres facteurs protecteurs, Idriss, les principaux. Bah, après, on peut citer aussi qu'on peut éviter de s'exposer aux xénostrogènes, hein, ce qu'on peut retrouver dans l'environnement, les perturbateurs endocriniens. Ouais, ça on en parle beaucoup, mais c'est difficile de lutter contre parce qu'il y en a tellement et il y en a tellement partout. C'est Ça, j'ai vrai. essayé de le faire, mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Ouais. Ah ouais. Franchement, il y en a partout. Partout. Donc on fait attention à ça. Mm. Mais Alors, on essaie de diminuer ouais. son exposition, mais c'est sûr que c'est compliqué. On peut citer quand même qu'il faut éviter certains shampoings avec les phtalates et parabènes qui peuvent être des xénostrogènes. Après, il y a la surexposition aux microplastiques, au BPA, qui peut être, qui est à éviter. Et On peut rassurer les gens sur les déodorants. Mhm. Il y a eu Oui. beaucoup de fake De news qui ont polémiques, circulé sur les tout à fait. déodorants. On peut utiliser les déodorants, ça n'augmente pas le risque de cancer du sein. Et l'alimentation, important d'avoir une alimentation équilibrée, variée. C'est un peu des conseils bateaux, mais c'est vrai, et c'est comme ça, hein, c'est les études qui le disent, l'activité physique, une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, eh ben, ça permet de diminuer le risque de cancer, et notamment le risque de cancer du sein. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est la statistique positive. 9 cancers du sein sur 10 on guérit. En France, plus le cancer du sein est détecté tôt, plus on a de chances d'être guéri. Et pour ça, il y a 2 outils, c'est le dépistage et l'autopalpation. Alors l'autopalpation, Héloïse, tu nous as dit que toi, c'était un petit peu par hasard, Involontaire, hein, ouais, par hasard, que tu as vraiment découvert le hasard ça. le plus total. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'autopalpation, notamment dans la période d'octobre rose, avec un enseignement de l'autopalpation. L'autopalpation, ça peut être une très bonne chose pour détecter. Alors comment ça se passe? Autopalpation, ça commence pas par une palpation, ça commence par une inspection. On se met devant sa glace, seins nus, bien sûr, debout ou en position assise, et on regarde ses seins pour voir s'il y a une déformation. Est-ce qu'il y a une asymétrie qui n'existait pas avant? Est-ce qu'il y a une dépression, un petit creux à un endroit du sein qui peut faire penser à quelque chose qui va attirer la peau de l'intérieur? Est-ce qu'il y a une peau qui a changé d'aspect, qui a un aspect un petit peu inflammatoire? Donc ça, c'est vraiment l'inspection. Est-ce que mes seins se sont modifiés à l'œil? Et puis après, la palpation. Il faut vraiment commencer par l'inspection. Alors cette palpation, il ne faut pas la faire n'importe quand. Idéalement, il faut la faire dans les jours qui suivent les règles, parce que les autres jours, le sein il est souvent un petit peu plus dense, un petit peu plus sensible. Donc on va avoir du mal à palper correctement sa glande mammaire et on peut se faire peur parce qu'on sent des boules qui en fait sont des boules liées à l'évolution hormonale de la glande. Donc après les règles, à partir de 25 ans, idéalement une fois par mois. Donc on est face à la glace et on va mettre la main sur la tête et avec la main contralatérale, donc là la main gauche, palper son sein droit et bien palper en surface, mais aussi en profondeur pour analyser toute la glande dans tous les cadrans. Donc il y a 4 cadrans dans un sein, le cadran supéro-externe, inféro-externe, inféro-interne, supéro-interne, hein. C'est découpé en 4 quarts. On n'oublie pas la zone où il y a l'aréole, le mamelon, souvent c'est un petit peu plus sensible, on n'a pas envie d'appuyer dessus, mais il faut quand même le faire. Et puis le sein, il y a une partie de la glande qui va sous le bras. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fonction de leur cycle, souvent disent j'ai senti une boule sous le bras, je me demande si ce ne serait pas un ganglion. En fait, c'est la glande mammaire qui va dans le creux axillaire, ici sous le bras. Et donc, c'est important d'aller aussi palper en remontant sous le bras. Et ici, les doigts encrochés sous le muscle pour aller palper les ganglions. C'est pas très agréable parce qu'il faut appuyer un petit peu fort pour voir si on sent des ganglions. Et puis, bien sûr, on fait les deux côtés pour apprécier les deux. Alors, l'autopalpation, moi, dis toujours à mes patients de faire un petit peu attention parce que il y a des patients qui sont un petit peu anxieuses, qui vont se faire peur alors qu'il n'y a pas grand-chose. Le message important pour moi, c'est vraiment de dire s'il y a quelque chose de nouveau, consultez. Ouais, C'est la nouveauté qui doit amener à la consultation. c'est peut-être apprendre à observer ses seins Ouais, et afin de voir une différence
qui apparaît comme un peu, pour les mélanomes, observer les gains de beauté et pouvoir, alerter son médecin s'il y a quelque chose qui change, au-delà d'essayer de chercher la pathologie. Ouais, mais Parce c'est qu'en pour fait ça, d'où l'important, je trouve, de le faire souvent, c'est d'avoir une mémoire de forme. ouais, Et si tu as ta mémoire de forme de ta De poitrine, connaître que son sein. tu ouais, Ouais. connais ton sein, tu sauras si c'est normal ou une anomalie s'il y a quelque chose quelconque. qui a changé. C'est exactement ça. Tu en parles de l'autopalpation ou Alors pas dans ta l'autopalpation pharmacie? aussi technique, non, parce que c'est pas Ouais. dans nos prérogatives, Bah, mais maintenant, tu sais. voilà, ouais, tout à fait. J'ai appris quelque chose. Après, voilà, c'est surtout essayer de se connaître pour, pouvoir, se dire: «Ah bah, là, ça a changé. Pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal» et du coup, amener une consultation pour être vu par un professionnel. Au-delà de la boule qu'on va sentir au cours de l'autopalpation ou en prenant sa douche, quels sont les autres symptômes qui doivent, alerter une femme et l'inciter à consulter pour savoir ce qui se passe? Alors, comme on l'avait cité tout à l'heure, il peut y avoir une anomalie au niveau du mamelon, une rétraction du mamelon, un écoulement anormal au niveau du L'écoulement mamelon. anormal, c'est important, ouais. Surtout s'il est d'un seul côté. Tout à fait, tout ce qui est asymétrique, de toute façon, doit alerter. Après, il peut y avoir des signes cutanés, il peut y avoir des signes inflammatoires, une rétraction au niveau de la peau liée à la tumeur. Et il peut y avoir aussi la palpation d'un ganglion, comme tu l'as dit, Mmh. c'est-à-dire qu'on ne palpe pas au niveau du sein, mais plutôt Sur au le niveau bras. du creux Ouais. axillaire. Donc pas se focaliser uniquement sur la boule dans le sein. On me pose aussi souvent la question, de la douleur. C'est un motif de consultation fréquent, une douleur au sein ou, aux 2 seins. C'est vrai qu'on a tendance à rassurer en disant que c'est hormonal. Est-ce que ça doit alerter? Comment tu gères ça, toi? Normalement, le cancer n'est pas douloureux. On dit plutôt que c'est indolore. Ouais, On palpe une masse dure qui fait pas mal. indolore, pierreuse indolore. Mais en effet, certaines patientes peuvent avoir des douleurs par rapport à l'inflammation que la tumeur pourrait faire. Donc, de toute façon, c'est mieux de consulter quoi qu'il arrive, douleur ou pas douleur. Le message important, c'est il se passe quelque chose de nouveau, que ce soit à l'inspection au niveau de la peau, à la palpation avec une boule, pardon, un écoulement ou une douleur inhabituelle. Il faut consulter pour avoir un examen par un professionnel, gynéco, sage-femme, médecin traitant, ce qui pourra éventuellement déclencher derrière des examens complémentaires. Élodie, dans ta pharmacie, tu nous as dit que tu répondais à beaucoup de questions, de la part de tes, clientes sur le sujet du cancer du sein et dans leur parcours. Comment tu les sensibilises au dépistage, et notamment au dépistage organisé par la mammographie? Est-ce que vous mettez en place des actions particulières, à certaines périodes de l'année dans la pharmacie? Comment vous diffusez les messages? Dans nos pharmacies à Prium, on essaye d'être très actif au moment d'Octobre Rose. Ouais. On a toujours des petits goodies habillés en rose, une année c'est un foulard rose, une autre année c'est un pins. Enfin bref, on essaye de vraiment mettre en avant cette période-là pour ouvrir le dialogue en fait et sensibiliser toutes les femmes au dépistage. Donc bah, le dépistage organisé à partir de 50 ans, c'est sûr. Les inciter à prendre rendez-vous Mmh. pour leur mammo. Mais voilà, c'est vrai que Octobre Rose nous aide beaucoup pour ça. On customise un peu nos pharmacies, on les théâtralise, dans ce thème-là et ça permet de ouais, de vraiment ouvrir le dialogue et parler librement parce que des fois, c'est pas forcément évident Mmh. d'aborder ce thème. Nous, c'est voilà, Oui, il y a il la y a file d'attente, il y a la c'est file une salle, d'attente, on est au c'est une pièce, tout le monde est comptoir. là. Voilà, il y a C'est pas pas d'intimité il y a donc peu d'intimité. voilà, donc ça permet vraiment Ouais. de voilà, d'ouvrir le dialogue de manière, très simple. Et est-ce que ça t'arrive de voir une femme qui vient pour autre chose? Pour le renouvellement de son traitement, cardio ou pour ses douleurs ostéo-articulaires ou quelque chose qui n'a rien à voir et de lui poser la question: «Madame, est-ce que, vous avez fait votre mammographie? De quand date votre dernière mammographie?» Non, c'est vrai Pas qu'on jusque-là? non, pas jusque-là. Ce serait pas Pas mal. jusque-là, mais bien sûr, oui, pourquoi Après, pas? il faut Ouvrir ce gérer, vous avez du monde toute la voilà, journée, vous mais pouvez pas mais forcément prendre le temps Octobre Rose nous permet peut-être plus facilement de faire ça d'accentuer, puisque voilà, c'est, la période où on mmh. parle du cancer du sein et en plus, dans notre pharmacie à Prium, on est essentiellement des filles à Vienne et du coup, voilà, on est très sensible à ça et c'est Ouais. pour nous, c'est plus facile d'en parler effectivement. Alors, la mammographie de dépistage, c'est quelque chose de super important. On en parle, on le rabâche. De 50 à 74 ans, toutes les femmes en France reçoivent une invitation. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est tous les 2 ans, on fait des clichés. Il y a une double lecture, donc c'est un examen qui est très fiable. Et malgré toutes les campagnes, malgré tous nos efforts sur les réseaux, il y a que, un peu plus de 50% des femmes en France, qui répondent à ces invitations. Pourquoi, à ton avis, elles le font pas? Est-ce qu'elles te le disent un petit peu, dans ton officine? Que ce soit pour la mammographie ou pour autre chose, la même
justement, quand il y a quelque chose qui les embête, prendre rendez-vous chez le médecin, parfois c'est compliqué, parce que, à 50 ans, la femme, elle est encore active, elle travaille, elle a ses hobbies, ses occupations. Prendre un rendez-vous, se dégager du temps pour quelque chose, pas de douleur, pas de symptômes, c'est compliqué. Donc, effectivement, c'est à nous, professionnels de santé, de remettre l'accent dessus et de les inciter. Heu, Elles l'oublient en fait, dans eh leur rythme de prise ouais, par le rythme effréné de la vie, le travail, ouais les enfants éventuellement, et c'est souvent plein de choses à plutôt gérer et donc ça passe après. ouais, c'est souvent plutôt, un autre incident de santé, complètement différent, un problème de tension où on se dit: «Ah oui, mais c'est vrai, j'avais aussi ma C'est le mammo à moment. faire» Ouais. et voilà, on On va faire le bilan donc complet à ce moment-là. ouais, nous, au comptoir, elles nous le disent souvent, elles viennent pour, un autre problème de santé et en discutant et ben, on voit Mmh. qu'il y a plein de tous les bilans à faire et elles le disent à partir de 50 ans, Ouais. il y a plein de choses à faire. Moi, il y a autre chose que j'ai observé aussi en discutant avec mes patientes, c'est souvent j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu peur. Différentes peurs par rapport à ça. Peur, parce que c'est un examen qui est pas très agréable, on se fait écraser les seins, entre, 2 plaques. Donc même si les machines ont évolué, les radiologues ont moins besoin d'écraser, les machines sont de meilleure qualité, mais quand même, ça reste un examen qui est pas très agréable, surtout à certains moments du cycle pour les femmes qui sont, pas ménopausées. Il y a la peur des rayons, on entend souvent et on voit, hein, pas mal aussi, sur les réseaux circuler des infos là-dessus, des femmes qui disent que, faire une mammographie va augmenter, le risque de cancer du sein parce qu'on va être, irradié. Il faut vraiment rassurer. Aujourd'hui, les irradiations sont vraiment minimes. On limite au maximum le nombre de clichés pour pas trop irradier et tous les 2 ans, on a démontré que ça n'augmentait pas le risque et puis il y a aussi des femmes qui ont peur de savoir. Je sais pas si dans votre entourage ou si vous-même vous l'avez vécu, qui préfèrent ne pas savoir, qui se disent: «Bon, moi j'ai pas de facteur de risque, il y en a pas dans ma famille, ça sert à rien que je le fasse». Mais en fait derrière, il y a cette peur d'avoir le diagnostic et qui repousse Bah, quand on un petit peu cherche, ça. on Ouais, se dit: «Bah, on va trouver quelque chose». Donc, ouais. c'est la peur effectivement de chercher, et qu'est-ce qu'on va trouver? Mmh. Il faut rappeler que ces examens de dépistage, l'objectif, c'est de trouver les cancers, de les trouver tôt pour les guérir, mais ça ne permet pas d'éviter d'avoir un cancer, bien évidemment. On va parler un peu du traitement quand même. C'est un parcours qui est très long et les femmes sont pas forcément préparées à toutes les étapes de ce traitement et à la longueur de chacune de ces étapes. Quand on pense cancer du sein, on pense chirurgie, mais s'il y avait que la chirurgie dans la prise en charge du cancer du sein, ce serait quand même beaucoup plus simple et finalement, c'est le traitement qui, paradoxalement, est quasiment le plus simple dans la prise en charge du cancer du sein. Ça a été quoi, toi, les différentes étapes de ta prise en charge thérapeutique, si tu veux bien nous en parler? Alors moi, j'ai eu, la chimiothérapie en premier. Tu as commencé par la chimio. Oui, j'ai eu 2 types de chimio. Après, c'était dans mon cas, dans mon suivi à moi. Je sais que j'ai eu la EC, il me semble, si je ne me trompe pas, et Taxol, il me semble. L'EC, c'était vraiment, la partie de la chimio vraiment qui a été très difficile. Je sais que ma dernière chimio, j'avais dit: «Je pense que si on m'en refait une, je ne tiens enfin, je tiendrai pas le coup des symptômes, mais psychologiquement». Ça a duré combien de temps, la chimio, en La tout? chimio, ça a duré donc, en tout, j'ai dû avoir peut-être 6 mois de chimio. J'ai eu, 4, EC et 12, Taxol. Ouais. Donc ouais, ça a dû faire 6 mois et c'est vrai que l'EC pour moi, ça a été très compliqué, mais c'était vraiment psychologique. En fait, j'arrêtais pas de dire: «Je sens quelque chose, je sens que ça meurt en moi». Je sentais cette, je pourtant j'avais vraiment envie de survivre, hein. Je voulais vraiment continuer à vivre, et je me sentais très forte, pour, surmonter la maladie. Mais les jours qui suivaient les EC, en fait, je sentais que ça mourait dans mon corps. Je sentais que mes cellules étaient en train de, je sais pas, de battre, de se battre et Oui, pas que les cellules du cancer, toutes voilà, les cellules. toutes les Ouais. cellules. Et en fait, psychologiquement, ça me tirait vers le bas de sentir ça et je me disais: «Mais je vais pas réussir à me relever, c'est trop dur, il m'en reste encore», au début, je disais: «Il m'en reste encore 3», après je disais: «Il m'en reste encore 2». Et après, c'était vraiment dur et bon, au final, tu passes, quelques jours comme ça, après ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est la chimio, ça a été la partie la plus compliquée, quoi. Mmh. C'est vraiment, c'est intense. Mais après, quand on en sort, on est heureux de l'avoir, on est fiers et heureux de Ouais, l'avoir d'être allé au bout. surmonté. Après, j'ai eu la chirurgie et après la radiothérapie. Je disais tout à l'heure, les traitements, on va vraiment faire du sur-mesure en fonction du type de cancer et en fonction de la patiente, Mmh. qu'on a en face de nous. Pour la majorité des femmes qui sont, plus âgées que toi, c'est vrai que l'ordre thérapeutique, c'est le plus souvent, pas toujours bien sûr, la chirurgie, puis éventuellement la chimiothérapie, mais pas toujours, puis Ouais. et éventuellement la radiothérapie, notamment quand on a conservé le sein, on fait toujours de la radiothérapie et puis éventuellement après l'hormonothérapie. Toi, tu as pas eu d'hormonothérapie, mais qui arrive dans un second temps et qui est un traitement, en 5 ans. Donc,
Ça, c'est les traitements principaux. Il y en a d'autres dont on va parler après, Idriss. Je trouve que c'était important de rappeler un peu les objectifs de ces traitements parce que souvent, les femmes me disent en consultation mais pourquoi je vais avoir la radiothérapie? J'ai eu la chimio. Ou à l'inverse, mais je peux pas avoir que la radiothérapie et pas la chimiothérapie. Alors qu'en fait, c'est des traitements qui ont des buts très différents, Idriss. Complètement. En fait, la chimiothérapie, ça va diminuer le risque de récidive à distance de la tumeur, Donc on parle du corps entier. du corps entier. Ouais. Mm. Donc on diminue le risque de récidive, de métastase. Ouais. C'est Mais- pour tuer les cellules qui peuvent potentiellement se balader ailleurs. Exactement. Et dans le cancer du sein, on sait qu'il peut y avoir des cellules qui aiment bien diffuser au niveau des os, Ouais. des métastases osseuses, et donc ça diminue ce risque. Et, et maintenant, il y a donc de la chimiothérapie, même chimio-immunothérapie, qui peut être proposée pour certains types de cancers, ou des chimiothérapies avec des thérapies ciblées. Et la radiothérapie, ça va diminuer le risque de récidive locale ou loco-régionale s'il y a une irradiation des aires ganglionnaires. Mm. Donc c'est vraiment localisé au sein ou aux aires ganglionnaires, et ou aux aires Donc c'est ganglionnaires. pas chimiothérapie ou radiothérapie. En fait, on a la carte d'identité de la tumeur, souvent après la chirurgie, mais parfois dès la biopsie, on a toutes les informations. Et c'est à partir de ça où on va prendre beaucoup de décisions pour la suite. Donc la chimiothérapie, ici, la probabilité qu'il y ait des cellules, des métastases ailleurs est importante. On va faire la chimiothérapie pour augmenter les chances de guérison. Et la radiothérapie, le plus souvent, c'est quand on conserve le sein, on fait toujours de la radiothérapie pour limiter le risque de récidive locale ou alors au niveau des ganglions. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Moi, je dis souvent à mes patientes, quand je leur fais un petit peu la liste des traitements qu'elles risquent d'avoir et de subir après leur chirurgie ou avant leur chirurgie, que l'objectif, c'est toujours le même. L'objectif, c'est de guérir, mais le chemin pour y arriver à cette guérison, à ces 90% de guérison, bah, il est plus ou moins simple. Parfois, il est relativement simple, chirurgie, hormonothérapie, et puis parfois, il est beaucoup plus compliqué, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, éventuellement hormonothérapie ou thérapie ciblée et tout ce dont on a parlé. Donc, c'est vrai que les femmes ont parfois du mal à comprendre pourquoi leur voisine a eu un traitement qui leur a paru beaucoup plus simple et pourquoi moi, j'ai un traitement qui paraît beaucoup plus long et beaucoup plus agressif. Donc, parce qu'il y a eu la chimiothérapie, ça a duré 6 mois. Oui, Après, tu as été opéré. ouais. Tu as été opéré qu'une fois ou plusieurs fois? Qu'une seule fois, oui. Qu'une seule fois. Parce que Oui. c'est pas le cas le plus fréquent dans le cancer du sein. Très souvent, il y a plusieurs opérations. Aussi souvent, les femmes ne sont pas forcément informées là-dessus parce qu'on n'a pas des marges de sécurité suffisantes autour de la tumeur, parce qu'il faut aller reprélever certains ganglions parce que le ganglion sentinelle était malade, parce qu'on fait de la reconstruction parfois aux femmes qui ont une mastectomie. Donc, la chirurgie, c'est pas forcément une seule étape. Toi, tu as eu en une seule étape. Et Oui. derrière, on t'a fait les rayons. Derrière, on m'a fait les rayons, oui. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, je crois, j'ai eu 33 séances, donc je Un dirais mois et demi, quoi. peut-être un mois et demi, hein, c'est Ouais. ça, Mhm. si je me trompe pas. C'est tous les jours quasiment. Tous les 6 jours. semaines et demie. Ouais. 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 Ouais, c'était tous les jours. Alors, c'est rigolo parce que j'appréhendais énormément les rayons. Pourtant, enfin, on dirait que c'est Toi, la c'est ça partie qui la te. plus... Ah ouais. Voilà, chimio aussi, Bien sûr. j'appréhendais. Mais en fait, de base, je voulais pas du tout avoir les rayons. J'étais prête à faire une mastectomie pour pas avoir les rayons. Sauf que mes médecins m'ont dit, bah, même si tu fais la mastectomie, on te fera des rayons. Donc, j'ai dit, bon, bah, autant garder mon sein. Mais c'est vrai que j'appréhendais vraiment de me dire qu'on allait un petit peu brûler mon sein pour tuer les cellules cancéreuses et que du coup, ça allait être brûlé. Enfin, j'avais du mal à appréhender ce système. Mm. Et finalement, bon, maintenant que je l'ai fait, je me dis, mais c'était rien du tout. Mais c'est vrai que le début des rayons, ça a vraiment été. Je voulais pas y aller, quoi. Chaque Ça te séance, faisait peur ouais, ça me faisait d'être peur. brûlé. Même pas, non, j'avais pas mal du tout. Après, j'ai été voir, bon, ça, on y croit pas, mais j'ai été voir un coupeur de feu, ça m'a Ouais. beaucoup aidé. Mais je sais pas, la machine, c'est impressionnant. Le rythme, on est avec des personnes qui ont perdu leurs cheveux aussi, d'autres personnes qui ont leurs Ouais. cheveux, mais il y a beaucoup de monde. Et la machine, je trouve que ouais, c'est quand C'est même. très technique. Ouais, c'est très Ouais. technique. On sent qu'on rentre dans quelque chose de technique. Il faut être placé d'une certaine manière. Faut que le petit point il soit à tel endroit. Ouais, les rayons, je sais pas pourquoi, Faut arrêter j'ai de trouvé ça respirer. très impressionnant. Ouais, je trouvais ça hyper impressionnant. Bon, après, on s'y fait. Et maintenant que j'ai fini, je me dis, mais en fait, avec tout ce que tu as fait, c'était rien du tout. Mais sur le moment, les rayons, j'étais tétanisée, quoi. Je faisais que dire à ma chirurgienne, mais vous êtes sûre que même si on Mm. m'enlève le sein, on est obligé Et elle me disait, bah oui, pas le choix. Mais c'est vrai que je sais pas, Donc, ça tu l'as gardé. m'impressionnait. C'est important d'insister sur la durée de ce parcours, hein. En gros, ça t'a pris 1 an de traitement, quoi. 1 an, ouais, c'est ça, presque. Parce que les radiothérapies, on commence pas tout de suite après la chirurgie, le temps que Ouais, tu récupères, même si on essaye d'enchaîner assez vite. On peut pas t'opérer juste le lendemain de oui. ta dernière cure de chimio, le temps que tu récupères. Donc Ouais, je sais finalement, qu'il faut ça s'est vraiment étalé sur des 1 temps an, hein. de récupération entre chaque Mm. traitement.
Mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé ça en même temps long, mais en même temps, quand je vois d'autres personnes qui c'est beaucoup plus long aussi, je me dis que malgré tout, dans mon malheur, j'ai eu quand même de la chance. Voilà, il y en a, c'est des traitements plus longs ou Mmh. la chimio, c'est plus étendu. Là, je trouve que malgré tout, ça va. J'avais peur d'en avoir pour des années, des années. Je sais pas pourquoi dans ma tête, le cancer, c'était associé à des traitements sur des années. Et donc, au final, quand j'ai vu que ça s'est arrêté au bout d'1 an, j'ai dit: «Franchement, ça va». J'avais peur que ce soit vraiment long et j'avais peur que ça prenne, en fait, que le cancer me suive toute ma vie, en Mmh. fait, dans les traitements. Et puis c'est une année où tu as quand même pu faire d'autres choses? Tu as réussi à trouver du temps pour, Pour moi, ça a été, libérer du temps pour ta famille, essentiel. Ouais. pour, ton travail, pour, avoir une vie sociale, Moi, c'est là justement où, en fait, bon, après, il y a tout un complexe aussi de choses qui rentraient avant, mais c'est vrai que j'étais vraiment rentrée dans quelque chose. J'étais à fond dans mon rôle de maman et dans mon travail. J'avais plus de plaisir et de loisirs. Donc, en fait, quand on m'a annoncé que j'étais malade, j'ai dit: «Bon, OK, là, c'est le moment dans ta vie où va falloir te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as ouais, c'est une envie?» grosse mise au point, ouais. Ah ouais, moi, ça a été le cancer, pour moi, ça a été plus, une mise au point psychologique de Mmh. me dire, «Qu'est-ce qui va pas dans ta vie?» Genre, comment t'en es arrivé là dans ta vie, au point d'avoir un cancer et de te rendre compte que ta vie, finalement, elle était pas du tout comme tu rêvais de l'avoir à 26 ans. Donc j'ai décidé de faire plein de choses. Donc, j'étais malade, j'ai repris l'équitation. Je m'accordais du temps pour moi, je sortais avec mes copines, quand j'étais pas trop fatiguée des chimios, je sortais avec mes copines au restaurant, je sortais avec mon chéri. Voilà, je me suis dit: en fait, finalement, c'est très bizarre à dire, mais je me suis jamais sentie aussi vivante que quand j'ai eu mon cancer. Parce que j'ai dit, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir eu un cancer et de me sentir, entre guillemets «au bord du fil rouge», ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'étais vivante et que c'était une chance et qu'il fallait en profiter. Les Tu as remis priorités changent, oui. Et ouais, les priorités changent. Tu as vu la vie Ouais. complètement différemment. Quand on t'a annoncé ton cancer, donc tu étais, très jeune, là, tu as quel âge là? Là, j'ai 27 ans. Là, J'avais tu as 27 26, ans. Tu avais 26 ans quand on t'a annoncé ton cancer, donc hyper jeune. mmh. Tu étais déjà maman, mais tu avais peut-être, ou tu as peut-être encore aujourd'hui, envie d'être, maman peut-être un jour. On sait que les traitements pour le cancer du sein contre le cancer du sein, et notamment la chimiothérapie, peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des ovaires et donc sur la fertilité et parfois un impact, définitif, hein, radical en provoquant une ménopause, irréversible. On propose parfois dans ce genre de parcours la préservation de la fertilité, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes, avant d'avoir les traitements, de congeler des ovules. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as parlé avec les médecins qui se sont occupés de toi? Est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors moi, ça a été ma première question quand, j'ai su que j'étais malade parce que du Ouais. coup, je connaissais les conséquences, de la chimiothérapie et je voulais d'autres enfants à ce moment-là. J'avais dit: «C'est pas possible, déjà que j'ai un cancer, c'est pas possible qu'en plus ça m'enlève, les autres plaisirs de la vie que j'aimerais avoir plus tard». Mmh. Donc directement, j'en ai parlé à mes médecins. Mon oncologue, il était, très catégorique sur le sujet. C'était pas possible de faire une conservation, je sais pas comment on dit? Préservation ovocytaire, ouais. Préservation. Donc il m'a dit: «C'est pas possible, ça prendrait trop de temps avant, enfin, ça reculerait trop votre traitement, donc c'est pas possible, on le ferait pas». Et en fait, j'ai beaucoup insisté parce que Mmh. pour moi, c'était pas possible de pas le faire. Donc j'ai fait tous mes rendez-vous pour faire, ma préservation. Mon oncologue m'a dit: «Je suis pas pour, maintenant vous êtes, je suis pas votre père, vous êtes libre de vos choix». Donc je l'ai fait et finalement, en faisant tous mes rendez-vous, la veille de commencer la stimulation ovarienne, j'ai dit: «En fait, non, je préfère laisser faire la vie. Si je dois avoir d'autres enfants, j'en aurai d'autres». Et j'avais peur de commencer mes traitements trop fatiguée. Oui, c'est des techniques qui Ouais. sont intéressantes. On peut pas toujours le faire parce que bien sûr la priorité, c'est ce que tu disais par rapport à ton oncologue, la priorité, c'est commencer le traitement le plus tôt possible Mmh. pour, augmenter les chances de guérison et c'est vrai que c'est notre priorité et nous les médecins et les oncologues, on est un petit peu, Eh oui. dans notre tunnel avec, notre objectif, c'est de guérir, coûte que coûte. Mais c'est vrai que les femmes, elles ont d'autres préoccupations, elles Eh ont le oui. droit d'avoir d'autres préoccupations dont on doit tenir compte et après c'est une discussion, Oui, bien sûr. entre nous, pour trouver le bon équilibre, pas augmenter les risques, bien sûr, mais quand même préserver des choses qui sont, très importantes, Eh oui, et c'est notamment la fertilité, donc c'est important d'en parler. ouais. Pour revenir 2 secondes sur le traitement, Idriss, ces traitements, ils évoluent. On parle de chimiothérapie, de radiothérapie, d'hormonothérapie, mais c'est vrai qu'il y a des nouveautés quand même qui arrivent. On en entend, ça filtre parfois un petit peu dans les médias, grand public. C'est quoi les nouvelles pistes, les choses qui sont intéressantes et pour quelles patientes? Alors, c'est vrai que c'est passionnant parce que chaque année, on a des nouvelles molécules qui Mmh. arrivent dans le cancer du sein. Par exemple, dans l'hormonothérapie, c'est vrai que tu en as parlé, c'est-à-dire, il y en a qui ont de la chimiothérapie, de la chirurgie, de la radiothérapie, et puis parfois ça continue pendant 5 ans avec l'hormonothérapie. Donc, Mmh. c'est vrai que ça peut être
une durée très longue et les patientes peuvent sentir, surtout si elles ont des effets indésirables avec l'hormonothérapie, que la durée des traitements est très longue pour diminuer son risque de Mmh. récidive de cancer. Et maintenant, il y a des thérapies ciblées qui permettent de diminuer encore plus le risque de récidive chez certaines, patientes qui ont des cancers agressifs. Il y a les anticorps conjugués, c'est-à-dire un anticorps qui va aller cibler la tumeur, associé à une chimiothérapie. Donc c'est des nouveaux traitements, les anticorps conjugués. Là aussi, pareil, c'est des pronostics et des améliorations de survie qui sont Mmh. incroyables. Amélioration de survie et amélioration de la tolérance aussi, parce que si ces anticorps vont directement, être spécifiques et attaquer uniquement les cellules cancéreuses, Ça diminue les effets secondaires par rapport à une voilà. chimiothérapie Parce que conventionnelle. Tout à Héloïse tout à fait, l'heure nous disait que quand elle faisait la chimiothérapie, elle sentait que ses cellules, complètement. toutes les cellules de son corps, souffraient Souffrait. et Mmh. de ces traitements lourds qui tapent un peu, très, très large, hein, Ouais, tout à il faut fait. le dire. C'est vrai que les labos aujourd'hui cherchent de plus en plus des molécules de plus en plus spécifiques pour être actives, avoir une action, efficace uniquement sur les cellules de la maladie, pour éviter et limiter au moins les effets indésirables. Donc ça, c'est quand même, des pistes très intéressantes. Et certains cancers du sein ont accès aussi à Ouais, l'immunothérapie qui permet, donc, de retourner, disons que les lymphocytes les cellules aillent qui nous défendent contre les infections. exactement, aillent attaquer directement les cellules, Les cellules, cancéreuses. cancér oui, on parle de vaccins thérapeutiques de plus en plus. Bref, il Mmh. y a ça bouge, tant mieux, ça coûte cher, mais on avance. Dans ta pharmacie, Élodie, par rapport aux traitements, à tous ces traitements dont on vient de parler, donc bien sûr, tous ces traitements, ils ont des effets indésirables et ces effets indésirables, ils altèrent, beaucoup plus la qualité de vie des femmes finalement que la maladie elle-même, très souvent. Comment est-ce que vous êtes formés, toi et tes équipes, pour, délivrer des informations, adaptées aux femmes en fonction des questions qu'elles vous posent? Dans nos pharmacies Aprium, on essaye de tous se former à ces nouveaux traitements pour pouvoir, prendre la suite, de l'équipe médicale, quand les femmes viennent chercher leur traitement et pouvoir, bah, reformuler, les guider et que la prise en charge soit la plus fluide possible pour les patientes. Parce que, voilà, quand on est malade, il y a plein d'informations, on n'est pas forcément au mieux de sa forme à la suite des traitements donc voilà, il faut que tout soit fluide donc ben, nous, il faut qu'on puisse prendre le relais de toutes ces techniques, donc oui, on se forme et on met un point d'honneur à former tout le monde pour qu'il y ait la même qualité de service pour toutes les patientes qui rentrent dans une pharmacie Aprium. Voilà, ça, c'est important et se tenir à jour, de l'actualité. Quand, une patiente vient chercher, ses médicaments à la pharmacie, elle a plein d'ordonnances, elle sait pas ce qu'il faut qu'elle prenne, la priorité des Ouais, traitements c'est vrai. et il y en a plein qui ont peur et qui disent: «Non, non, mais j'ai pas besoin de tout ça» et c'est vrai que c'est notre rôle aussi de les inciter à prendre notamment les antiemétiques, contre les nausées, les vomissements, parce qu'on sait que si les premières cures se passent bien, notamment pour la chimiothérapie et ben, la patiente, elle sera plus enclin à faire les suivantes et à être un peu plus sereine. Mmh. L'anxiété, c'est une grosse part des causes des effets indésirables aussi, enfin, quand on a peur Ah oui. et donc voilà, donc ouais, il y en a plein qui nous disent: «Non, non, je veux pas, on verra si j'ai des nausées», mais au final, Non, mais c'est vrai, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, mais c'est vrai que moi, première fois que je suis allée à la pharmacie avec toute ma grande ordonnance, ma pharmacienne, elle m'a dit: «Alors ça, c'est pour la nausée, ça, c'est pour ça». J'ai dit: «Non, non, la nausée, c'est bon, je gérerai tout ça». Donc j'ai fait ma première grosse chimio. J'ai eu des grosses, grosses nausées, mais très têtue. Je me suis dit: Je vais pas prendre mes antivomitifs parce que je vais réussir à surmonter ça». Je vomissais, mes tripes, hein, pardon pour, le terme, mais j'étais au plus mal et mais je voulais, continuer à pas prendre de médicaments parce que je me disais: «Ça va, j'ai déjà de la chimio, ouais, je vais pas en plus me rajouter des médicaments». Et du coup, j'avais vu ma pharmacienne, dans les jours qui avaient suivi. Elle m'a dit: «Alors et tout, comment ça se passait?» J'ai dit: «Franchement, ça a été dur, j'ai vomi». Elle m'a dit: «Mais je vous avais pas donné les antivomitifs?» J'ai dit: «Bah si, si, mais je voulais pas les prendre, Elle m'a dit: «Non, mais il faut». Et deuxième chimio, j'ai pris mes antivomitifs, je n'ai pas eu une nausée et du coup, après, je lui avais dit: «Heureusement, merci que je suis revenue vous voir, qu'on en a parlé ensemble parce que j'aurais ouais. continué à pas les prendre». Et comme quoi, du coup, la pharmacienne, vraiment, peut-être que si j'en avais pas parlé avec elle, bah, j'aurais continué comme ça et finalement, elle m'a persuadée de les prendre et elle avait bien raison, du coup. Ouais, vous avez un grand rôle dans les pharmacies, un rôle d'information, parce que c'est vrai que nous, en consultation, c'est un peu, C'est dense. le temps est un peu compté. On balance beaucoup d'informations médicales sur le parcours thérapeutique des femmes et c'est vrai qu'on peut avoir tendance un petit peu à être, technique et focalisé sur, le côté, médical et c'est vrai que vous êtes un relais, hyper important
pas que sur le sujet du cancer du sein d'ailleurs, sur tous les sujets, vous faites de plus en plus de choses, mais en l'occurrence dans le cancer du sein, pour compléter l'information ou répéter Oui, l'information, parce que c'est répéter, vrai qu'en faut. consultation, on balance les informations, on sait très bien qu'il y a un très faible pourcentage qui Ah ouais. reste à la sortie de la consultation. On voit tous les mails qu'on reçoit après et les questions, mais c'est vrai que vous aussi, vous êtes là pour répondre à ces questions une deuxième fois derrière nous, puis avec vos mots et une approche qui est différente et qui est intéressante. Et puis à ce côté sur lequel tu insistes, qui est important, c'est l'encouragement. C'est un peu les Ouais, supporters ouais, c'est ça. des Ça, femmes qui viennent c'est bien dans résumé. vos Ouais. pharmacies pour les encourager à prendre Mm. leur traitement, même si parfois elles se disent c'est bon, je vais y arriver sans, ou pour encourager pour l'hormonothérapie aussi, parce que Oui, ça dure 5 ans, l'observance. c'est long. Les femmes, souvent, elles ont envie d'être Mm. un petit peu tranquilles parce qu'elles ont l'impression d'avoir passé les traitements les plus importants, donc l'hormonothérapie. Elles en ont marre. Donc, vous êtes là pour encourager et pour nous aider à les faire adhérer à ce traitement qui est important pour elles parce que tous ces traitements ensemble, c'est ça qui fait qu'on augmente au maximum les chances de guérison. Toi, Héloïse, tu as ce sentiment, si tu compares tes consultes avec des chirurgiens gynécologues, avec des oncologues et le discours qu'on peut t'apporter en pharmacie quand tu allais chercher tes médicaments ou tout ça, tu as senti la différence de discours, c'était quelque chose Ouais. de différent qu'on t'apportait? En fait, je trouvais vraiment que dans le milieu hospitalier, donc les consultations onco et gynéco, pardon, c'est vrai que je sentais vraiment pas on est un numéro, mais c'est vrai que voilà, bah, l'onco, il a plein de choses à faire derrière, il a son train-train et puis on sentait un peu, entre guillemets, que pour lui, le cancer, c'était son quotidien. Donc moi, à 26 ans, en mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça me tombe sur la tête, c'est la fin du monde. Bah, pour lui, finalement, bah, c'était son quotidien, Mmh. donc ça le choquait pas plus que ça. Moi, je me souviens mon onco qui me regardait et qui me dit: «Oui, bah, faites partie des 1 madame, c'est la vie, quoi». Ouais. Alors que pour moi, je me dis: «Mais comment ça, je fais partie des 1 C'est super grave». Mais pour lui, on voyait que c'était banal. Donc c'est vrai que la pharmacienne, tu sens vraiment enfin moi, je me souviens avoir eu plein de discussions avec ma pharmacienne, qui me disait: «Bah, voilà, bah, en vrai, on discutait, on en parlait». Elle a vraiment ce côté empathique qu'on retrouve peut-être moins avec, l'onco et le gynéco parce que, bah, on a peut-être juste moins le temps et on est vraiment enfin moi, je m'en souviens que mes rendez-vous onco, j'étais vraiment en mode: «Bon alors le traitement, OK, ça, le Ouais, c'est technique. protocole, Côté c'est technique. il faut Mm. retenir les Mmh. mots, il faut se concentrer». Alors que la pharmacienne, tu sais que tu as plus de temps, tu sais qu'elle va prendre le temps de t'expliquer. L'onco, il prend des mots vraiment, particuliers et la pharmacienne, elle va un petit peu traduire. Donc c'est vrai que je trouve que enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas gênée d'avoir, justement, mon suivi onco qui était justement un petit peu, très carré, il m'a pas gênée parce que derrière finalement j'avais cette pharmacienne qui passe derrière, qui me réexpliquait, qui me disait: «Il faut faire comme ça, n'hésitez pas». Si au final j'ai jamais posé une seule question à mon onco parce que si j'avais une question, j'allais voir ma pharmacienne qui était à côté de la maison et c'était plus simple. Oui, ce qui est important à souligner, c'est vrai qu'on a un côté très technique, mais heureusement, il y a l'équipe paramédicale qui est là pour aider à reformuler. Il y a Infirmière d'annonce. les infirmières d'annonce, de pratique avancée, la psycho-oncologue, la socio-esthéticienne. On a aussi les manipulateurs en radiothérapie qui vont reformuler et reprendre parce que c'est vrai qu'on a très peu de temps et qu'on enchaîne beaucoup les consultations. Et il y a ce besoin que les patients ont de reformuler, de revoir le parcours de soins, de bien recomprendre, de bien voir s'ils ont compris Mmh. les informations qui ont été données. Et en effet, il y a les pharmaciens et toutes ces personnes, toute cette équipe qui a pour accompagner les patients qui ont un cancer pendant leur parcours. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même une équipe autour où on peut quand même poser des questions. Moi, c'est vrai que j'ai choisi ma pharmacienne parce que pour moi, c'était la facilité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des équipes autour où je sais qu'on peut demander à les consulter. Moi, je sais que je n'avais pas forcément voulu, mais on me l'avait proposé de voir des infirmières ou des infirmières sociologues, je Ouais, crois. il y Je a, sais pas si on dit comme ça. il y a l'assistante sociale, il y Ouais, a voilà. l'infirmière de pratique avancée, l'infirmière de consultation d'annonce. Ouais, il y a plein de sous-spécialités. Ma formation m'a beaucoup aidée sur ce plan-là parce que du coup, en fait, elle me permettait, pendant les consultations, c'est vrai que souvent, bah, c'est très protocolaire. Voilà, le médecin développe le protocole, quel type de chimio, tout ça, etc. Tout ce qu'il va y avoir avec ses mots à lui. Du coup, je trouve que la formation, le fait qu'elle repasse derrière en expliquant un petit peu avec son discours, en pouvant aussi rajouter sa touche d'empathie, parce que bah, forcément, généralement, enfin, moi, je sais que ma pharmacienne, elle me connaissait d'avant. Enfin, à chaque fois, je venais chercher les traitements de ma fille. Donc, c'est vrai qu'elle a suivi un petit peu bah, toute mon histoire. Donc, elle y rajoutait sa touche d'empathie, sa touche personnelle, où elle connaissait un petit peu mon quotidien. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé d'avoir, on va dire, cette personne à qui parler, mais sans non plus trop parler, sans développer, qui m'aidait pendant mon parcours.
Il n'y a pas que le côté médicament Il n'y a ou pas que le côté comment on médicament, peut tu viens lutter chercher contre ton les effets ordonnance. indésirables. Ok. Voilà. Nous aussi, on essaie de mettre en place des choses en plus des solutions thérapeutiques qu'on propose aux femmes. On appelle ça les soins de support, Idriss, et ça regroupe beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants. Qu'est-ce qu'il y a dans les soins de support, par exemple, que vous proposez? Comme tu dis, c'est très important dans le parcours de soins, les soins de support. Dans les soins de support, il peut y avoir déjà de reprendre ce qui a été fait pendant la consultation d'annonce avec l'infirmière de pratique avancée ou l'infirmière de consultation d'annonce, ou même le manipulateur en radiothérapie. Ensuite, il peut y avoir un moment avec la psycho-oncologue, il peut y avoir des moments avec la socio-esthéticienne, l'assistante sociale, la kinésithérapeute. Il y a en fait, de multiples intervenants qui sont là pour aider tout au long du parcours du soin de la patiente et de répondre aux différents problèmes qu'il peut y avoir, tant psychologiques que symptomatiques, liés à la douleur, liés aux nausées. Et en effet, de prendre un peu de temps pour reformuler ou reprendre, parce que on a un côté un peu technique avec, on arrive avec un plan personnalisé de soins pour la patiente suite à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Tout ça, c'est très technique et la patiente, elle a besoin de reformuler, de reprendre, de prendre un temps pour elle et on doit lui donner ce temps-là. Il y a toute une équipe tout autour et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les soins de support et on a vu que de mettre en place ces soins de support, eh bien, ça a amélioré l'adhérence au traitement et Hmm. ça a amélioré la survie des patients. Ça améliore aussi la survie, c'est important de le rappeler. C'est pas juste se sentir bien, c'est aussi augmenter les chances de guérison, notamment via une approche diététique adaptée, via l'activité physique adaptée avec des coachs spécialement formés. On travaille tous avec des équipes de kinés, par exemple, qui vont proposer une activité physique adaptée à nos patientes. C'est pas juste du bien-être, c'est pas juste du confort, c'est aussi une augmentation des chances de guérison et c'est important de le rappeler. Ce qui est important aussi, c'est l'entourage, au-delà de l'entourage médical, pharmacie et soins de support. C'est la famille, les amis, le cercle proche. J'imagine que ça t'a aidé, Héloïse. Est-ce que ça vous Ouais. a rapproché? Comment les gens ont réagi? Alors moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance sur ça, c'est que j'ai été très bien entourée, par mon mari qui a été vraiment, très, très présent pour moi, par mes parents et mes beaux-parents. Ça a été, vraiment, des piliers à ce moment-là et du coup, l'avantage, c'est que, du coup, j'avais juste à appréhender mes traitements et à rien penser d'autre. Je savais que pendant une semaine après les chimios, j'étais fatiguée, que je pouvais pas gérer ma fille, par exemple. Je sais que j'avais mon mari, mes parents et mes beaux-parents qui se relayaient pour me soutenir, faire à manger, s'occuper de ma fille. Donc je savais vraiment que j'avais juste à m'occuper de mes traitements Toi, tu te concentrais sur et tes rendez-vous voilà, et j'avais sur pas, tout ça. la pression de me dire, Comment je vais «Tu faire? pas bien, mais Ouais. là, gère derrière». J'avais mis mon travail en stand-by, pour cette période-là et je savais que voilà, j'avais pas ce poids sur mes épaules de me dire: «Je suis seule, peut-être, comment je vais faire pour ma fille? Comment je vais faire pour me faire à manger? Ou comment, mon mari va réussir à gérer la maison?» Je savais que tout était géré et ça, franchement, ça permet vraiment de souffler et c'est un gros avantage. Et par rapport à tes amis et je pense notamment à ton environnement professionnel en tant que personne publique, on te voyait beaucoup, partout, avec une image, rayonnante qui donne envie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Hem, Être confronté, à la maladie, au cancer, aussi jeune, quand on est, dans ce milieu qui donne envie, qui brille, et qui donne envie à beaucoup de jeunes. Moi, non, j'ai des ados à la maison, t'inquiète, qui te connaissent et qui connaissent les gens avec qui tu travailles et tu travaillais. Est-ce que ça a changé la perception? Comment ça a été perçu? Alors au départ, j'ai reçu vraiment une vague de bienveillance auquel je m'attendais pas du Ça, tout. c'est le premier réflexe. Ça a été le Ouais. premier réflexe. C'est vraiment, franchement, j'ai été, épatée devant autant d'amour, de bienveillance et de gentillesse. Après, en second temps aussi, j'ai eu beaucoup de personnes, du coup, qui me partageaient, leur quotidien, qu'elles avaient aussi traversé ça ou qu'elles le traversaient à l'heure actuelle. Et après, dans mon travail en soi, moi, du coup, à ce moment-là, c'est pas par respect, mais en fait, je me voyais pas, continuer à travailler, enfin, j'avais pas envie, en fait, tout simplement de travailler aussi et de me forcer à devoir être présente, à certains moments alors que j'en avais pas envie. Donc j'ai mis un peu mon travail en stand-by. Ouais. Tu sens un regard un petit peu différent de la part des gens? Comment tu C'est vrai gères? que je sens pas, par contre, un regard différent de la part des gens, si ce n'est beaucoup plus bienveillant et D'accord. beaucoup plus, je sais que, par exemple, j'ai l'occasion de croiser des personnes dans la rue souvent qui me disent: «Bravo pour ton parcours, Mmh. bravo pour la force que tu as eue, ta résilience», tout ça et c'est vrai que, ça me touche, parce que, c'est ce que j'ai essayé de montrer que malgré tout, j'ai essayé de le vivre de manière positive parce que c'est vraiment ça que j'ai voulu refléter. C'est OK, c'est pas cool, c'est un moment Mmh. difficile, mais on peut aussi malgré tout choisir. Après attention, c'est difficile, hein,
mais on peut choisir comment on veut le vivre aussi. Et j'ai vraiment voulu le vivre de manière positive et ça, je sais que ça s'est beaucoup reflété. Et après, pour ce qui est des amitiés, moi, de base, c'est vrai que dans ce milieu-là, j'ai pas non plus énormément d'amis. Donc, bah, il y en a Qui sont restés, qui qui ont été sont... là à tes Enfin, il y a une côtés. personne, en l'occurrence, qui est Ouais, restée et le reste, je savais déjà ce qu'il en était. Mais du coup, la ok, maladie fait que tu n'as plus forcément envie d'avoir des bien sûr, personnes fausses autour de toi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il me reste une personne de ce milieu-là. c'est déjà pas Voilà. Et mal. ça suffit très bien. Très bien. Quand j'ai des patientes qui viennent me voir jeunes en consultation avec un cancer du sein, je leur parle de leur traitement. Parfois, ils ont des enfants jeunes. Toi, tu as une petite fille. Mm. Et on me pose toujours la question, comment je vais faire avec ma fille, comment je vais faire avec mes enfants, comment je vais lui en parler, comment tu as perçu ça? Elle était petite Elle était petite, elle avait euh, 1 an, presque 2 ans. à ce moment-là. Est-ce que tu lui en as parlé? Et comment elle a traversé cette année de traitement de sa maman difficile et de voir comment tu changeais? Alors c'est vrai que à l'annonce, je m'en suis voulu, alors bon, j'y suis pour rien, mais je m'en suis beaucoup voulu par rapport à ma fille, de me dire, je vais pas lui offrir, l'enfance qu'elle aurait peut-être méritée ou une enfance entre guillemets «d'enfant», «normale» entre guillemets, donc je m'en suis un peu voulu sur ça et donc j'en ai pas parlé de suite parce que en fait, elle était toute jeune, à presque 2 ans, je me suis dit: «Je vois pas comment lui expliquer ça» et j'ai peut-être pas envie, peut-être dans son cerveau à cet âge-là, qu'elle se développe en pensant des choses donc on lui expliquait que maman, elle était fatiguée, maman, elle était dans son lit parce qu'elle était un peu malade. On n'a pas mis de mot cancer, on n'a pas mis, le mot «elle a mal au sein» ou quelque chose Hmm. comme ça. On lui disait juste quand j'étais fatiguée, que j'avais mes chimios: «Maman, elle est fatiguée, elle se repose, elle est un peu malade» et cetera et c'est vraiment quand je me suis fait opérer, quand j'ai eu ma chirurgie, où je suis revenue avec mon gros bandage autour de la poitrine et du coup, bah, là, elle m'a dit: «Mais maman, c'est quoi le bobo? Je peux te soigner?» Et je lui dis: «Bah, maman, ça y est, t'inquiète pas, elle est soignée, le bobo, il est parti, maman, elle a plus son bobo, ça va mieux» et maintenant, du coup, le réflexe, c'est que, bah, ça lui est resté pour le coup et à chaque fois, elle touche ma poitrine, elle fait: «Maman, elle a plus bobo», comme ça. Elle est très Oui, et puis fière de vous le en dire. reparlerez probablement On en plus parlera tard, plus tard, quand elle sera grande, en âge de voilà. comprendre tout ça. Tu en Mais reparleras tranquille, ouais. c'est vrai que pendant les chimios, je trouvais ça difficile de lui dire que maman, elle est malade, alors qu'en même temps, bah, il y avait des phases où j'étais pas vraiment Hmm. malade. Donc c'était délicat et puis quand je me suis rasé les cheveux, ça a peut-être été ça le plus difficile que j'appréhendais le plus. Donc quand je me suis rasé les cheveux, mon mari s'est rasé les cheveux en même temps que moi pour, du coup, que peut-être que ça la choque moins et c'est vrai que du coup, bah, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que mon mari est rentré en premier dans la pièce parce qu'on s'est pas rasé les cheveux devant elle. Hmm. Donc quand on est rentré dans la pièce pour lui montrer, elle était traumatisée de voir mon mari comme ça. Elle a regardé, elle s'est dit: «Waouh» et elle m'a vu arriver derrière. Au final, c'est passé totalement à la trappe, c'était presque normal et puis après, bah, du coup, elle s'amusait à faire comme ça sur les cheveux à Limite, elle a trouvé papa-maman. ça rigolo, elle voulait faire Elle a pareil, trouvé quoi. ça rigolo, elle prenait la Ouais. tondeuse à papa, elle faisait comme ça, en la laissant bien sûr éteinte. Donc mais c'est vrai que pour elle, ça a été un jeu finalement les cheveux. Puis maintenant, elle me voit, mettre, un coup une perruque blonde, un coup une perruque brune. Donc pour elle, ça la choque pas. Moi, je Les trouve cheveux, que ça les l'a pas enfants, choquée. ils ont une beaucoup plus grande capacité Ouais, que nous, d'adaptation. adultes, par rapport à la maladie, même parfois par rapport à la mort, enfin, par rapport Mmh, à des sujets qui nous paraissent très difficiles à surmonter. Ils ont quelque chose de complètement naturel, un petit peu détaché. c'est vrai. Ils sont très Et spontanés, quoi. ouais, Ouais. on a beaucoup à apprendre d'eux là-dessus, je C'est vrai pense. qu'on a beaucoup à apprendre de leurs réactions. Bah, c'est vrai que je m'en souviens, je me suis dit: «Oh là là, comment elle va l'appréhender?» Puis finalement, tout s'est fait Hmm. naturellement, tout s'est bien passé finalement. Moi, j'ai envie qu'on parle un peu des cheveux. C'est un sujet qui me concerne très peu, mais dont il est important de parler parce que c'est vrai que dès qu'on parle de chimiothérapie, c'est la première question qui vient, c'est: «Est-ce que je vais perdre mes cheveux?» Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement évitable, Idriss. Est-ce qu'il y a des moyens de l'éviter, la perte de cheveux? Il y a des services qui proposent des casques réfrigérants, Très froid, ouais. mais malgré tout, c'est pas si efficace que Mmh. ça. Et généralement, les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein, on met une chimiothérapie, c'est le Taxol qui va Ouais. favoriser cette perte de cheveux. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des femmes qui perdent pas du tout leurs cheveux avec une chimiothérapie? Moi, j'ai jamais vu. Moi non plus. Tu jamais vu. Donc le message important à faire passer, c'est que c'est quasiment inévitable. On peut Mm. essayer de limiter avec, des artifices techniques la perte de cheveux. Sinon, il y a les prothèses capillaires. Tu as utilisé toi des prothèses Mmh. capillaires? Ouais, j'ai adoré les prothèses Tu as capillaires. adoré les Ça a prothèses été ma capillaires? partie favorite de la maladie donc Tu t'es déguisé, tu t'es alors j'ai transformé? vraiment pris en fait, du coup, quand j'ai su que j'allais perdre mes cheveux, j'ai dit: «Bah, de toute façon, c'est soit tu
t'amuses, entre guillemets, pas tu t'amuses, mais soit tu prends un côté positif à la situation, ou soit tu vas pleurer tout le long parce que tu Mmh. n'auras pas de cheveux et tes cheveux, ils vont pas mettre 5 minutes à repousser. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, on va s'amuser de la situation. Donc, j'ai acheté plusieurs perruques. Et un jour, j'avais envie d'être rousse. J'étais rouge. Le lendemain, j'étais blonde Donc, il y avec avait un une mise en carré. scène. Il y avait des. C'est clairement mes proches, ils ont pris l'habitude un coup de me voir blonde, brune. Puis au final, maintenant, ça amuse un peu enfin, tout le monde sait qu'Hello, on peut la voir un coup blonde, un coup avec un carré, un coup brune. Et c'est quoi? C'est Voilà. des périodes où tu changeais genre tous les jours? Non, c'est tous les jours. Tous les jours, c'était différent. Bah, en fait, du coup, j'ai adapté ma perruque à ma tenue, à mon humeur presque. Après, c'était le seul côté positif que je pouvais trouver à Oui, autant la le transformer situation. en quelque chose Autant, d'un peu franchement, fun. autant ironiser le truc. Et Mmh. puis, parce que si je restais sans mes cheveux, que je me regardais tous les jours dans la glace sans mes cheveux, en pleurant mes cheveux, je n'aurais pas eu le moral. Là, au moins, c'est vrai que moralement, ça me faisait du bien de me dire, voilà, j'ai une petite nouvelle perruque, bah voilà, j'ai une nouvelle perruque, je la mets. Ça fait du bien au moral, je trouve. Élodie, j'imagine que dans ta pharmacie, les femmes ont cette préoccupation de la perte des cheveux. Qu'est-ce que tu leur proposes comme solution? Est-ce que, comment ça se passe pour les prothèses capillaires d'ailleurs dans ton officine? Est-ce que c'est sur commande ou est-ce que tu en as en stock? Et après, il y aura une deuxième question sur les ongles, parce qu'on parle beaucoup des cheveux, on parle pas beaucoup des ongles, et c'est vrai que la chimiothérapie peut aussi avoir un impact sur les ongles, et il y a des moyens de prévenir ça. C'est vrai qu'à l'officine, on constate que la perte de cheveux, c'est vraiment un souci de la femme qui est traitée Mmh. par chimiothérapie et que c'est assez inévitable. Même, les casques réfrigérants, ça retarde la perte de cheveux, mais c'est pas, ça l'évite pas. Du coup, on a des petites astuces ou en tout cas des soins pour, masser le cuir chevelu qui est sensible à la perte de cheveux et aider à la repousse. Nous, à la pharmacie Aprium de Vienne, on ne vend pas de prothèses capillaires. D'accord. Ça, c'est vraiment des spécialistes qui font ça. Par contre, on les accompagne dans les soins de peau, dans toute une gamme, de cosmétiques adaptés, Mmh. à la femme traitée. Puis on les rassure et c'est vrai qu'au fur et à mesure de leur traitement, enfin, comme Héloïse, on voit les femmes qui assument cette perte de cheveux parce qu'au final, bon, c'est temporaire, ça repousse vite et après, la prothèse capillaire peut tenir chaud, peut gratter et pas forcément de bonne qualité. Donc on les voit, à chaque fois venir à l'officine, soit avec une nouvelle perruque, Ouais. ça c'est rigolo, ou avec, même des foulards noués. Elles apprennent via, des esthéticiennes comment, costumiser, leur crâne. Donc ça c'est chouette et pour la deuxième partie de la question, donc sur, les fanères et Ouais, les les ongles, ongles. ça aussi, c'est très important de protéger ses ongles, pendant la chimiothérapie avec des vernis adaptés. Mmh. Donc il y a des vernis thérapeutiques effectivement qui sont vendus en pharmacie et qui sont très efficaces et qu'on conseille aux femmes même de mettre après les traitements et en rémission, parce que ça fortifie les ongles, ça permet de les protéger et grâce au silicium et il y a même maintenant des vernis colorés donc qui sont, très jolis et qui permettent de garder sa féminité même quand, la peau et les fanères sont fragiles. Héloïse, tu as utilisé ce type de produit, les Ouais. vernis? Ouais, j'ai utilisé, bah, du début sous recommandation des médecins, Tu as du début commencé jusqu'à la fin. dès le début de Ouais, la dès le chimio? début. Et je crois que c'est au milieu de ma radiothérapie où j'ai arrêté de le faire, pareil en ayant demandé l'avis à mes Mmh. médecins. Ils m'avaient dit que je pouvais soit continuer, soit arrêter, mais qu'en tout cas pour l'instant, c'était bon pour les arrêter. Juste pas refaire de l'empuvée, enfin pas Mmh. refaire les ongles directement. Mais c'est vrai que je les ai utilisés et franchement, ça m'a été utile parce que j'ai pas perdu un seul ongle, ni noirci, ni quoi que ce soit. C'est très important, toutes ces choses-là, parce que Ouais. nous, on est vraiment focalisés sur notre bistouri, notre machine de radiothérapie et nos protocoles de chimiothérapie. Mais toutes ces choses-là qui font que ça va aider la femme à mieux vivre tout ça, ça ne veut pas dire cacher la maladie. Il n'est pas question de Mmh. cacher la maladie et les conséquences des traitements, mais ça aide vraiment à mieux les vivre et ça fait partie intégrante du chemin de guérison. Donc, c'est très important d'en parler. Et encore une fois, dans les pharmacies, vous avez un rôle essentiel à jouer. Pour revenir, sur le coût de toutes ces petites choses-là, parce que, bien sûr, c'est pas remboursé par l'assurance maladie pour le moment. Il y a une loi qui est passée il y a pas très longtemps. On espère, que, les décrets d'application vont être publiés pour permettre aux femmes, d'avoir une prise en charge, correcte de toutes ces choses-là. Parce que c'est aussi important que les traitements qu'on leur propose pour les guérir, donc prothèse capillaire, vernis, prothèse mammaire externe, que ce soit en mouche ou en silicone après les mastectomies, sous-vêtements, adaptés, l'activité physique, adaptée, la prise en charge psychologique. Bref, il y a plein de choses
et ça coûte super cher. C'est pas possible que dans notre pays, les femmes se retrouvent en difficulté financière à cause de traitements pour un cancer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'espère on va beaucoup progresser pour plein de Ouais, maladies, mais j'espère notamment également. pour la prise en charge du cancer du sein. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais mis entre parenthèses ton travail pendant 1 an pour vraiment te consacrer à ta guérison. On sait que le cancer, ça peut avoir un impact sur le travail. C'est pas mal de rappeler un petit peu la loi. Bon, bien sûr, il y a le secret médical qui s'exerce vis-à-vis de l'employeur, mais bien évidemment, quand on a arrêté longtemps pour des traitements lourds, pour des maladies chroniques, c'est compliqué de tout garder pour soi et de ne rien dire. Je voulais juste rappeler qu'on ne peut pas être licencié pendant cette période de là. C'est important de contacter la médecine du travail pour avoir un aménagement de son poste de travail et de ses horaires de travail pour pouvoir continuer à travailler et en même temps gérer et supporter les traitements. Donc ça, c'est très important que les femmes soient aussi prises en charge pour ça. Et dans les soins de support, il y a l'assistante sociale qui est là pour aider les femmes et qui va servir d'intermédiaire, notamment avec la médecine du travail. Une fois qu'on est guéri, c'est pas fini. On rentre dans une période qui s'appelle la période de rémission, bien sûr, où il y a toujours une surveillance régulière, mais on n'a plus de traitement. Est-ce que c'est une libération totale, ça y est? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu un saut dans le vide? Alors, j'aurais dit les 2. Il y a vraiment ce sentiment alors, franchement, le 1er jour enfin, le dernier traitement, c'est un soulagement. Enfin, je m'en souviens être sortie de ma radiothérapie et m'être dit: «Mais ça y est, c'est bon, c'est fini». Mais en même temps, j'avais cette amertume de me dire: je fais quoi? Maintenant, où je vais? Qu'est si j'ai un problème?» Il y a aussi cette peur de réapprendre à vivre parce que du coup, tu as changé, ta perception du monde a changé et tu dois réapprendre à vivre avec, finalement ton entourage qui n'a pas changé et ton quotidien qui est finalement toujours pareil. Mais toi, il y a tellement de choses que tu veux changer et moi, je m'en souviens, être sortie de là, je voulais refaire le monde, je voulais, faire plein de choses, monter une association pour aider, toutes ces femmes qui traversaient Mmh. ça et puis en même temps, tu es désemparée parce que, bah, le monde est toujours pareil et finalement, ton quotidien est toujours le même, donc il faut quand même s'adapter avec ton quotidien. Enfin, franchement, je me souviens avoir croisé plusieurs fois des femmes en rémission à l'hôpital qui m'avaient dit: «Tu verras quand même, prépare-toi pour l'après-cancer parce que c'est pas aussi facile que tu le penses» et je m'en souviens, je regardais mon mari, je dis: «Mais comment c'est possible qu'on me dise ça? Moi j'attends que ça» Mmh. et en fait, c'est vrai que l'après-cancer, il est pas forcément facile parce que dans ta tête, c'est faut réapprendre à vivre avec ce que tu as vécu, avec ce que maintenant tu penses et ce que tu es maintenant et apprendre aussi à revivre avec ton quotidien qui est toujours le même, Ouais. parce que tu peux pas tout envoyer en l'air non plus. Ah oui, oui. Donc c'est vraiment un mélange de soulagement, mais en même temps de renouveau qui fait peur. Je me souviens que du coup, j'avais pris l'équitation, comme on a dit, quand j'étais malade et ben maintenant, à l'heure actuelle, je suis plus capable de monter sur un cheval parce que, bah, j'ai trop peur de tomber, de me faire mal, tout ce qui est associé au danger, pour moi, c'est compliqué. J'ai peur de prendre l'avion alors que j'ai jamais eu la peur de l'avion. Tout ce qui Parce que peut, tu t'es dit qu'après tout ce que tu as traversé, ce que tu as surmonté, tu te dis quoi? Que ce serait trop bête d'avoir un ouais, voilà, ce accident serait qu'on trop peut bête d'avoir éviter? un accident, ce serait trop bête, de monter sur un cheval, de tomber, et de me faire mal, peut-être Mmh. même prendre le risque de mourir, alors que j'ai eu un cancer et que j'en suis sortie vivante. Donc tout ce qui est associé au danger ou à la perte de contrôle, j'ai du mal. Ouais. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais, c'est assez Ou là logique. même la moindre, en janvier, donc pendant mon premier contrôle, ils ont vu quelque chose qui leur a pas forcément plu, donc ils ont fait une biopsie et là, pour moi, vraiment, ça a été, la goutte de trop où j'ai dit: «Non, mais» bon, au final, il s'est avéré qu'il y avait Mmh. rien, mais j'ai dit: «Mais c'est la goutte de trop, en fait», où là, du coup, bah, tous mes plans pour monter une association, j'ai dit: «Je laisse tomber, en fait, je veux plus entendre parler du cancer», où là, j'ai fait un rejet Un du rejet. cancer alors que de base, justement, j'étais très ouverte à en parler avec d'autres femmes, à les aider, tout ça et là, j'ai dit: «En fait, non, il faut que je prenne du recul avec le cancer. Je peux plus, je veux plus qu'il fasse partie de ma vie, intégrante» et du coup, j'ai vraiment rejeté le cancer à partir de ce moment-là. Il y a que jusqu'à aujourd'hui que je voulais plus du tout en parler parce que pour moi, Ouais, tu en parlais moins. je me disais, au final, j'en étais pas reconnaissante parce que malgré tout, ça m'a apporté des choses dont j'aurais peut-être pas conscience à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me dis quand même maintenant aujourd'hui, j'ai la trouille de tout quoi. Mmh. Oui, c'est la Ouais. saturation. Ouais, c'est la Là, tu as saturation. pris du recul, ce qui te Là, j'ai permet pris du de recul nous en parler et tranquille j'ai aujourd'hui. réussi voilà à passer tout ça donc mais il m'a quand même fallu du coup, bah, depuis janvier, Mmh. 6 bons mois Et c'est cette passer suspicion de récidive, en fait, cette alerte pendant ouais, ta surveillance qui t'a dit: «C'est bon». où j'ai dit: «En fait, Quand c'est on t'a bon». dit: «C'est rien», tu as dit: «Bah, allez, c'est bon Quand j'ai dit, maintenant». ils m'ont dit: «C'est bon», j'ai dit: «Ah c'est bon, hein, j'ai passé tout ça, je veux Mmh. plus, c'est bon, c'est trop pour moi».
Mais bon, maintenant, tout est re-rentré dans l'ordre, donc c'est le principal. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui. C'est super. Est-ce que vous avez un message à faire passer à celles et à ceux qui nous écoutent? On commence par toi, Elodie. Et ben, au vu de tout ce qui a été dit, c'est vrai que c'est très important de bien accompagner les patientes atteintes de cancer et de cancer du sein en particulier, de les accueillir dans nos pharmacies, d'essayer de les accompagner au mieux dans cette épreuve. Voilà, Toutes les étapes. dans toutes les étapes, tant professionnelles de santé, dans l'étape de la délivrance des médicaments, comme les accompagner avec notre empathie, notre écoute, voilà, Parce que vous que ce êtes soit le plus en fluide première possible. ligne. Et toi, Héloïse? Moi, j'aurais dit, pour toutes ces femmes qui traversent, ce moment difficile, qu'elles ont le droit aussi, de se sentir féminines à ce moment-là, qu'elles ont le droit aussi, d'essayer de le vivre positivement. Alors c'est très dur à faire, ça demande beaucoup de courage, mais elles ont le droit aussi, d'avoir envie de le vivre positivement et de se dire qu'elles ont le droit d'être féminines à ce moment-là, qu'elles ont le droit de pas faire attention au regard des autres, qu'elles ont le droit de sortir sans leur perruque, qu'elles ont le droit de sortir les cheveux nus. C'est même pas un droit, c'est la normalité et que c'est totalement normal qu'elles le fassent. Je te remercie. Et Idriss, un message? Ben, on pourra souligner que l'importance de l'autopalpation et dès qu'il y a un signe, de ne pas hésiter à consulter un médecin. Même Et quand on est jeune. exactement, on voit Hein, parce que le dépistage organisé, c'est très bien. Mais vraiment, c'est un message à faire passer à toutes les femmes jeunes qui n'ont pas encore accès à ce dépistage organisé. C'est si vous remarquez quelque chose d'anormal, de ne pas garder ça pour vous, de consulter le plus rapidement possible parce qu'un cancer dépisté et diagnostiqué tôt, c'est un cancer qui se guérit. exactement. Voilà, nous sommes à la fin de notre épisode. Je vais encore une fois vous remercier, hein. Merci Elodie d'être venue nous parler du rôle des pharmacies. Merci beaucoup Héloïse d'avoir partagé avec nous ton expérience et tout ton parcours. Et ça fait très plaisir de te voir aujourd'hui avec ce beau sourire et cette force que tu dégages. Idriss, merci pour ton expertise. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi de cancer du sein et de plein d'autres choses parce que tu connais très très bien toutes ces choses-là et tu le fais avec cœur, avec le sourire. C'est très agréable. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le site cancer.fr ou à pousser la porte de votre pharmacie. Votre pharmacien est là pour vous guider, vous conseiller et vous orienter vers le bon professionnel de santé. N'hésitez pas à lui poser les questions si vous manquez de réponses. Ils sont là aussi. Et nous aussi, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous pouvez retrouver Vous d'abord en version vidéo sur la chaîne YouTube d'Aprium, bien sûr, et en audio sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes qui seront excellents. Merci à Aprium d'avoir rendu possible ce podcast et j'espère à très bientôt pour de nouveaux épisodes.